7h42, suite des matins. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. De la politique française dans les matins, avec dans pratiquement tous vos journaux aujourd'hui des commentaires sur cette première année du second mandat d'Emmanuel Macron. J'ai par exemple sous les yeux Le Figaro, comment Macron espère encore se relancer. La première année du second mandat s'achève dans un contexte politique et social très difficile, écrit Le Figaro. Craignant la paralysie, le chef de l'État cherche les moyens de repartir de l'avant. Il est donc question de cette première année de mandat marquée bien entendu par cette réforme des retraites et la crise qu'elle engendre. Pour en parler, je suis en compagnie d'Antoine Bristiel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, et Roland Quérol. Bonjour. Roland Quérol, vous êtes directeur de recherche associé au CEVIPOF et vous venez de publier avec Arnaud Mercier Mon voyage au cœur de la Ve République, un ouvrage aux éditions Calman Lévy où vous revenez notamment sur une galerie de portraits de présidents de la République. Et si vous deviez justement comparer cette première année du second mandat d'Emmanuel Macron avec ces autres présidents, dont certains ont fait un second mandat, puisque vous parlez de François Mitterrand, vous parlez de Jacques Chirac, Roland Quérol. Il y a un concept qui a disparu de nos écrans radars, c'est celui de l'émerveillement qu'est la première année du point de vue de l'opinion. On pouvait compter dans les premiers présidents de la République sur une embellie, un état de grâce, disait-on. Et petit à petit, ça s'est effacé. La première année est devenue plus dure, jusqu'à devenir très dure. Ça a commencé sous Chirac, ça s'est affirmé sous Sarkozy. Sarkozy, puis ses successeurs, n'ont pratiquement pas connu d'état de grâce. La première année a été tout de suite dans le bain. Sarkozy avait annoncé la couleur, il me l'avait dit 2 jours après arriver à l'Élysée. Il m'avait dit « Je vais faire qu'un mandat ». Il ne savait pas que ce serait vrai à l'époque. « Je vais faire qu'un mandat, mais je vais tout bousculer, on va tout changer, on va faire un sprome terrible, et après, je pars dans le privé faire du pognon », il m'avait dit. Et au bout d'un an, lui, Hollande, Macron, ils se retrouvent dans des eaux entre 28 et 30% dans les sondages IFOP, qui sont ceux qui ont été là pendant toute la période. C'est devenu beaucoup plus dur de gouverner dans une démocratie d'opinion où on est sans arrêt en but aux médias, aux chaînes d'infos, à la pression médiatique, journalistique. Il n'y a plus cette espèce d'état de grâce. Bon, il y a des méthodes pour se relancer. Jacques Chirac, par exemple, vous avez consulté pour son 2e mandat. C'est vrai. La dissolution, c'est une bonne méthode, non, Roland Quérol ? C'est vrai qu'on avait été convoqués, j'étais notamment sondeur à l'époque, on avait été convoqués pour faire des études qualitatives. On avait été reçus par un aéropage assez impressionnant à l'Élysée, Chirac, Juppé, Villepin, Gourdon-Montagne, et tous les 4 nous ont dit « Vous devez garder le secret absolu, ça on est habitués. On envisage de faire une dissolution », ce qui nous avait quand même assez épaté, étudier comment ça serait accueilli. Et on est revenu quelques jours après, on n'avait pas beaucoup de temps pour faire une véritable étude qualitative. On leur a dit, ça marche pas, les gens comprennent pas, vous avez une majorité au Parlement, il n'y a pas de raison, non, ça marche pas, ça va se retourner contre vous. Je la fais brève, ils nous ont dit, mais vous avez travaillé sur l'ensemble des Français, refaites la même étude seulement sur la droite et le centre, parce que c'est cet électorat qui nous intéresse, on va voir si ça change. On revient et on dit, non, c'est pareil, c'est peut-être même encore plus mal accueilli par vos propres électeurs. 3e étape, ils nous disent, repartez sur le terrain, étudiez des arguments français, européens qui pourraient faire passer ça. Rien ne marche. On est encore revenu une 4e fois pour tester le discours possible de Chirac à la télévision pour vendre sa réforme et sa dissolution. Rien ne marche, ni les arguments français, ni les arguments européens. Et à l'issue de tout ça, Jacques Chirac nous a dit « C'est très intéressant, c'est très professionnel, il faut prendre conscience de tout ce que vous nous avez dit, mais la politique, c'est de prendre des risques, alors on va la faire quand même. » Et ils ont perdu.
Est-ce qu'aujourd'hui, les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets, puisque apparemment la presse s'interroge sur la nécessité d'une relance pour Emmanuel Macron. Quelles sont les possibilités qui lui seraient offertes selon vous, Roland Quérol? Je crois qu'il n'y a aucune des possibilités institutionnelles qui soit utilisable par le président Macron. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée. On aurait une Assemblée encore plus morcelée, encore plus ingouvernable, et où probablement la majorité serait encore un peu moins majoritaire. Il ne peut pas faire un référendum, parce que le référendum se ferait sur la retraite, et ce serait non. Il ne peut pas changer de gouvernement, parce que l'histoire de la République nous montre, depuis la République, depuis le début de la Troisième, qu'aucun remaniement ministériel n'a jamais rien changé dans l'opinion. Il n'y a que les journalistes politiques qui croient ça de temps en temps encore. Le souffle nouveau, ça n'existe pas. Et démissionner, c'est la dernière solution qui lui reste. Elle est plus inattendue, celle-là, elle dépend que de lui, mais elle voudrait dire aussi qu'il renonce à 3,5 ou 4 ans de mandat. Donc les possibilités institutionnelles sont nulles. Ces seules possibilités, c'est d'une relance politique. C'est ce que la presse ces jours-ci appelle une accélération. Passer au-delà de la réforme des retraites, promulguer, attendre que ça se calme et passer à la suite dans un moment où on va essayer, sans doute, de faire un peu plus de co-construction avec les syndicats pour leur montrer qu'on ne les a pas oubliés et qu'on va faire avec eux la fameuse loi travail. Et oui, parce que ce bilan de la première année du second mandat d'Emmanuel Macron se confond avec les conséquences de la réforme des retraites, avec une question pour savoir finalement qui profite politiquement de cette réforme des retraites et de la crise qu'elle suscite. Et justement, Antoine Bristiel, vous avez consacré une étude à ce thème avec des résultats un peu étonnants, parce que cette réforme des retraites, elle a mis au devant de la scène un certain nombre de thématiques qui sont a priori des thématiques de gauche, liées donc aux acquis sociaux, à leur défense. La gauche profite-t-elle de cette période politique ? Pas tellement, et c'est ça qui est un peu surprenant en effet, parce que quand vous regardez soit les intentions de vote pour de potentielles élections présidentielles comme l'a fait l'IFOP et d'autres instituts, mais aussi des intentions de vote pour des législatives s'il y avait une dissolution, on voit que la NUPES resterait à un niveau assez équivalent à 26%, qu'à côté de ça, le Rassemblement national passerait de 18 à 26%, et quand le Renaissance a tendance à plutôt s'effondrer en perdant 4 points d'intention de vote, ce qui est d'ailleurs assez différente de la crise des Gilets jaunes, parce qu'à l'époque, le socle électoral d'Emmanuel Macron s'était consolidé au moment de la crise des Gilets jaunes, alors qu'à l'occasion de cette réforme des retraites, il a plutôt tendance à s'éroder. Ça, c'est quand même quelque chose Comment d'assez... l'expliquez-vous ? Parce que ça, effectivement, c'est assez étonnant, ce contraste entre la crise des Gilets jaunes et ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Je pense que la crise des Gilets jaunes, ça ravivait toute une série de problématiques qui n'étaient pas forcément seulement liées à Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'était aussi une remise en question du rapport des Français à la politique. On l'avait vu en l'espace de quelques semaines, le mot d'ordre principal de la crise des Gilets jaunes, c'était plus tant les préoccupations premières avec la taxe sur les carburants, mais le référendum d'initiative citoyenne. Donc c'était des problématiques qui n'étaient pas seulement liées à Emmanuel Macron. Alors que là, la réforme des retraites, c'est la réforme que lui a voulu, et c'est pour ça qu'il est le premier à être impacté par quelque chose qui est extrêmement impopulaire dans la société, puisque tout au long de cette période, vous avez quand même autour de 7 Français sur 10 qui est opposé à cette réforme et qui soutient les mobilisations. Et à côté de ça, pour revenir à la question que vous me posiez, pourquoi la gauche n'en profite pas autant qu'elle devrait en profiter, on peut supposer que il y a la problématique de l'attitude qu'a pu avoir sur la forme la France Insoumise, qui aurait dû être le parti qui en bénéficie le plus, justement par rapport à cette radicalité qui est la sienne et par rapport aux thématiques économiques qui sont quand même au centre de son programme. Cette radicalité a pu être mal perçue par une partie de l'opinion, alors qu'à côté de ça, le Rassemblement national semblerait en bénéficier de manière extrêmement importante pour toute une série de facteurs. Déjà, la radicalité qu'il peut y avoir dans son positionnement, le fait que l'inquiétude sur les questions du travail, ça a toujours tendance à profiter à l'extrême droite populiste. Qu'à côté de cela également, Marine Le Pen est toujours perçue comme étant la candidate la plus à même de renverser la table. Et justement, dans cette dynamique d'opposition un petit peu systématique et d'essayer n'importe quoi qui ne serait pas Emmanuel Macron, c'est elle qui a tendance à en bénéficier en premier lieu.
Roland Quérol, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense la même chose. Je pense que quand on est, comme Marine Le Pen, quelqu'un qui a doublé le score de son père en peu d'années, qui a réussi à être première chez les ouvriers, première chez les employés, première chez les chômeurs, qui a toujours mis en avant les problèmes de conditions de vie, de salaire, de rémunération, de pauvreté, et qu'elle a réussi, au-delà des attentes de tous les observateurs, son opération normalisation, sourire, tranquillité assumée, bah, évidemment, elle ne peut ajouter à ça le calme au sein du Parlement de ces messieurs cravatés qui respectent les lois de la République ostensiblement. Bah, c'est normal que ce soit elle qui ramasse les marrons du feu, alors que le bruit et la fureur, c'est rare que ça fasse recette, c'est rare. On est dans une période médiatique Je peux vous citer cotonneuse. beaucoup de pays, pardonnez-moi, je vous ai coupé, Roland Quérol. Je vous en prie. Beaucoup de pays où le bruit et la fureur, ça fonctionne plutôt bien. Je ne Plus sais pas, maintenant, Donald plus Trump. maintenant. Non, 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 ça fonctionne plus. Vous allez voir, Donald Trump, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Je crois qu'on est maintenant dans un au-delà de tout ça. Mhm. Je crois qu'il faut absolument arriver, quand on veut faire de la conflictualité, comme dit Jean Mélenchon, à l'insérer dans une stratégie qui en même temps est une stratégie de communication qui essaye de convaincre. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine Bristiel? Je pense que, en effet, il y a cette problématique, enfin, il y a un peu cette tension dans la société française, justement, entre une certaine demande de radicalité sur le fond, mais à côté de ça, la demande aussi d'avoir une attitude responsable sur la forme et dans la communication, et on voit que cette tension, elle existe. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi une raison pour laquelle le Rassemblement national semble en bénéficier davantage que la gauche à l'heure actuelle, c'est que ce qui explique le vote pour le Rassemblement national, c'est, en particulier dans les classes populaires, c'est ce rapport au travail. C'est-à-dire que c'est un peu la France qui se lève tôt, justement des ouvriers, des employés qui justement voient dans le travail quelque chose d'extrêmement important et qui se retrouvent justement dans le discours du Rassemblement national, qui est à la fois défiant par rapport aux élites, mais à la fois également défiant par rapport à ce qu'ils nomment les parasites du bas. Alors les immigrés, les chômeurs, par rapport à l'assistanat, pour reprendre des termes à ce niveau-là. Et ce discours du Rassemblement national est peut-être plus en adéquation qu'avec un discours plus post-matérialiste que l'on peut retrouver au sein d'une partie de la gauche qui explique que le travail n'est plus forcément aussi central. Donc c'est peut-être cette tension-là aussi qui explique que ces classes populaires se tournent à l'heure actuelle davantage vers le Rassemblement national. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, Roland Quérol, que le Rassemblement national puisse avoir une image sociale. C'est quelque chose de plutôt inattendu. Ce sont des thématiques de gauche, généralement. Oui, c'est une lente et obstinée un chemin qu'a fait Marine Le Pen, qu'elle a fait en rompant avec les techniques de son père, en rompant avec une vision libérale du capitalisme et en adoptant des tas de mesures qui étaient les mesures sociales de la CGT. Elle a sciemment piqué dans le programme de la CGT, pas d'un parti politique, les réformes sociales, et elle s'est arc-boutée sur la retraite à 60 ans, notamment, sur les rémunérations, sur la lutte contre la pauvreté, sur la lutte contre l'isolement social. Et ça a marché. Ce sont des électeurs de gauche qui ont renforcé l'électorat de l'ancien Front National, des électeurs qui venaient, on l'a beaucoup dit, du Parti communiste, mais aussi du Parti socialiste. Il y a eu des flots entiers d'urbains qui ont rejoint le Rassemblement national, qui ne serait jamais allé vers le Front national, parce qu'elle a gommé les aspects antisémites ou outrageusement racistes, et qu'elle a introduit ces mesures sociales. Alors, l'autre contraste qui joue parfois au détriment d'Emmanuel Macron, c'est le fait que celui-ci, dans différentes enquêtes d'opinion, est perçu comme étant éloigné des préoccupations du peuple, étant donc déconnecté du pays réel. Dans la galerie de portraits que vous faites, Roland Quérol, dans votre livre « Mon voyage au cœur de la Ve République », le livre que vous publiez chez Calman Lévy, il y a, par exemple, des parallèles qu'on pourrait faire avec Giscard?
Oui, il y a des parallèles avec Giscard. Il y en a avec Sarkozy. Vous vous rappelez la même accusation de président des riches dans les manifs, dans les mêmes termes pour Sarkozy et pour Macron. Il y a une chose qui est plus affirmée encore pour Macron que pour tous les autres, mais c'est pourtant une tendance qui les a tous touchés. C'est l'enfermement dans l'Élysée, l'arrogance. Bon, mais grâce à vous, ils ne sont pas enfermés. Mépris. Je veux dire, et avec les sondeurs, avec un certain nombre... Ça, c'est toujours notre espoir. Mais vous savez, vous avez beau raconter aux gens ce que sont les données, notre ami le sait aussi, ils ont du mal souvent à croire aux données, tellement ils croient que ce qu'ils ont en eux profondément est plus vrai que les données. Mais il y a ça, et il y a chez Macron, moi, quelque chose qui me surprend un peu, c'est que tous ceux qui le voient, moi compris, trouve que quand on le voit, c'est un type très à l'écoute, qui participe aux discussions, qui a l'air extrêmement intéressé par la conversation, qui prend en compte les arguments. Et il s'est composé ce personnage présidentiel de hauteur et d'arrogance qui ne passe pas du tout. Il y a pour moi une espèce de mystère présidentiel Macron par rapport à l'homme Macron qu'on peut rencontrer les uns et les autres. Antoine Bristiel. Mais justement, sur ça, c'est assez intéressant parce que le fait que ce soit quelqu'un qui soit déconnecté des Français, ça lui a toujours été reproché quand on regarde les enquêtes d'opinion depuis 2017. Ouais. Par contre, à l'époque, dans le premier quinquennat, il y avait une impression de compétence, une impression qu'il était en mouvement, qu'il était en marche, hein, comme pour reprendre l'expression, que c'était quelqu'un qui avait cette stature de chef de l'État. Maintenant, il est toujours jugé aussi peu proche de la population qu'auparavant, mais cette impression de compétence, elle baisse aussi de manière extrêmement importante quand on regarde les traits d'image qui lui sont associés. Donc finalement... toutes les qualités qu'on lui prêtait baissent. Exactement. Et c'est ça qui est quand même assez problématique pour la suite de son second quinquennat. Ça vous rappelle pas Giscard, ça, Roland Quérol ? Il y a un côté Giscard. Mais Giscard était resté plus haut. Il y avait quand même, sur la réélection possible de Giscard, ça s'est fait à un fil. Sa popularité était encore plus forte. Et il jouissait dans son camp quand même d'une image qui était très au-dessus à l'époque. On retrouve ça dans le livre que vous avez publié avec Arnaud Mercier, Roland Quérol, Mon voyage au cœur de la Ve République aux éditions Calman Lévy. On se retrouve dans quelques instants. Antoine Bristiel, directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, pour évoquer cette fois-ci déjà les commentateurs qui commentent et le gain de popularité du Rassemblement national avec une poussée donc de sa présidente Marine Le Pen. 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Un an après la réélection d'Emmanuel Macron, celle qui est aujourd'hui favorite, d'après les journaux du jour, s'appelle Marine Le Pen. S'agit-il aujourd'hui d'une évidence ? S'agit-il d'une ambition, d'un pari difficile à faire 4 ans avant l'élection ? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Roland Quérol. Vous avez publié Mon voyage au cœur de la Ve République aux éditions Calman Lévy. Antoine Bristiel, directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès. Et nous accueillons Léa Chamboncel. Bonjour. Vous êtes fondatrice du média politique et féministe Popol. On vous doit Plus de femmes en politique aux éditions Pocket. Plus de femmes en politique, Marine Le Pen, par exemple. Que pensez-vous de ces chances, Léa Chamboncel, et de ces commentaires qui la donnent aujourd'hui comme favorite ? Alors déjà, un peu de prudence avant tout, puisque à 4 ans d'un scrutin présidentiel, il est difficile quand même de donner beaucoup d'importance aux sondages. Néanmoins, une prise de conscience quand même. Et je prends ces sondages avec beaucoup de sérieux, compte tenu du fait que déjà les sondages législatives n'avaient pas réussi à anticiper le nombre de députés RN à l'Assemblée nationale. On s'attendait à beaucoup moins d'élus. Donc on se rend compte qu'en fait, il y a une implantation qui est assez durable du Rassemblement national dans notre paysage politique, qui est due à différentes raisons, qui est due au travail qui est fait notamment sur le terrain de la part des élus qui vont vraiment sillonner la France. Et on le voit, ils sont présents dans les marchés, ils sont présents sur le terrain, ils ne sont pas présents dans les manifestations
puisqu'il y a vraiment une rupture de dialogue totale avec les syndicats, qui sont finalement ceux qui arrivent à tenir désormais le cordon sanitaire. Et il y a aussi une avancée sur le plan idéologique. Je m'explique. On constate tout de même depuis un certain nombre d'années que rien n'est fait pour contrer les idées d'extrême droite, que bien au contraire, il y a une sorte de normalisation qui est à l'œuvre, notamment de la part de nos dirigeants politiques aujourd'hui. On le voit très bien avec Gérald Darmanin qui reprend des expressions de l'extrême droite, qui, quand il s'agit de condamner des violences d'extrême droite, a un peu du mal à le faire. Donc voilà, je pense qu'effectivement, tout est fait finalement pour paver un peu le chemin à Marine Le Pen, malheureusement. Après, on constate tout de même qu'il y a quand même un certain sursaut politique aussi de la part d'un certain nombre de dirigeants qui ne veulent pas croire à cette option et qui pourraient peut-être essayer de s'accorder, dépasser leur clivage. Mais on voit bien qu'à gauche, il y a un gros problème d'alliance notamment. Et le problème principal, c'est de savoir est-ce qu'on fait une alliance ou pas. Là, on a les sénatoriales à venir. On a quand même le Sénat qui va être renouvelé pour partie à partir du mois de septembre. Est-ce que la NUPES va réussir à faire une liste commune ? J'en doute fortement, compte tenu du scrutin qui pourrait favoriser quand même le Parti socialiste avec LFI qui n'a pas d'élus locaux. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a ce dépassement qui est nécessaire, qui semble très difficile. Et c'est un peu inquiétant, mais il nous reste encore 4 ans tout de même pour peut-être rebâtir quelque chose. Et alors, est-ce que la gauche, selon vous, est en train de pédaler un peu en vain et de tourner en rond, comme l'a dit mon camarade Jean Lémarie ? C'est assez manifeste, hein. On peut difficilement dire le contraire. Effectivement, on se rend compte que finalement, cette alliance qui avait été promise comme une alliance vraiment de fond et programmatique initialement, était une alliance de circonstances pour les élections. Et je pense vraiment que la question des sénatoriales, qui est à très court terme, hein, vraiment, c'est l'échéance politique la plus... électorale, pardon, qui sera la plus... qui arrive en septembre, va être un test de savoir est-ce que, compte tenu aussi de ce scrutin qui est très particulier, ces élus vont arriver à faire une liste commune pour les sénatoriales. J'en doute fortement, mais c'est un test. Roland Quérol, qu'en pensez-vous ? Je pense, il y a dans un film Drôle de drame, Michel Simon dit ma pauvre Margaret, à force d'annoncer des choses horribles, les choses horribles finissent par arriver. Et je crois que c'est important de les dire à l'avance, parce qu'on en prend conscience. Dans mon bouquin, j'explique pourquoi je n'ai jamais cru que le Rassemblement national pourrait dépasser le fameux plateau de verre de l'élection. Et je continue à le penser pour des législatives. Je ne vois pas comment le Rassemblement national, dans les années qui viennent, pourrait avoir une majorité au Parlement. En revanche, à la présidentielle, les choses ont changé. Les choses ont changé parce que les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le suffrage universel global, ils sont en France les mêmes que ceux qu'on a vu jouer en Suède ou en Italie, ou les mêmes qu'on a vu jouer jadis dans les années 30. Toute une partie des électeurs de la droite dite modérée, qui se dit au Café du Commerce des choses assez proches de ce que dit le Rassemblement national sur les immigrés, sur l'aide médicale d'État, sur les dépenses à tout va. Elle se dit, au fond, on n'a pas de place dans cette 5e République avec Macron. Il nous mange l'herbe sous le dos, on n'a aucun rôle. Finalement, le Rassemblement national... Et donc, je pense que cette alliance peut marcher, qu'aujourd'hui, elle gagnerait si c'était dimanche prochain, comme disent les sondages. Le seul avantage, c'est que, voilà, on est prévenu qu'on a 4 ans et que c'est pas plus facile d'être en position de conquérant. Là, maintenant, je pense que tout le monde va faire très attention à ce risque, à cette possibilité-là. Léa Chamboncel, qu'en pensez-vous ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, je pense que c'est vraiment c'est une alerte, en fait, et une alerte qu'il faut prendre très au sérieux. Après, la question, c'est de savoir à partir de quoi, en fait, et comment on fait pour rebondir. Et encore une fois, les circonstances sont telles aujourd'hui qu'elles pourraient effectivement permettre, en fait, à la gauche de faire une véritable proposition alternative, parce que, hormis la retraite à 60 ans, ce qu'on peut quand même regretter, c'est qu'on ne voit pas grand-chose émerger du débat public. La gauche n'arrive pas à se positionner, en fait, idéologiquement, alors qu'on est quand même à un moment social, avec ce mouvement social qui est quand même assez remarquable et inédit depuis des décennies en France. Elle pourrait capitaliser là-dessus, mais ce qu'on constate, en fait, c'est un retour des corps intermédiaires et vraiment un retour très, très, très positif qui était parfaitement inattendu du mouvement syndical qui avait été, pour le coup, vraiment totalement écarté des institutions de la Ve République depuis qu'Emmanuel Macron avait été élu. Donc, en fait, moi, je pense que là, pour le moment, c'est effectivement les syndicats qui arrivent à vraiment capitaliser
cristallisé sur cette contestation sociale. Et on le voit bien d'ailleurs, il y a eu quand même des désaccords entre même Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon à un moment donné pour savoir que faut-il faire, quel est le positionnement à prendre, etc. Donc je pense qu'il faut surtout que la gauche, qui est en capacité aujourd'hui de peut-être produire quelque chose, soit en capacité de redialoguer de manière très très concertée avec les syndicats, puisque c'est là où on pourra peut-être avancer. Roland Quérol, c'est quand même étonnant, donc ces commentaires qui considèrent que l'élection est en partie jouée. Il y a un homme qui ne croit pas en cela, c'est Patrick Buisson. Il n'a jamais cru en l'élection de Marine Le Pen, et il dit notamment que l'un des freins à cette élection sont les retraités. Alors les retraités, c'est un tiers du corps électoral, c'est 45% des votants, et ces retraités, généralement, ils ne votent pas un Rassemblement national. Est-ce que ça n'est pas justement l'un des freins à l'élection de Marine Le Pen? Assurément, mais il se trouve que c'est en train de changer. Il se trouve que la dernière enquête dont nous parlons, Marine Le Pen, elle est passée deuxième chez les retraités. Macron n'est plus qu'à 35% de leur vote. Elle est à 23%. Ça veut dire qu'elle est en train de nationaliser son électorat. Elle avait un électorat extrêmement populaire, rassemblé sur des électorats d'agglomération et de petites villes avec les ouvriers, employés, chômeurs. Elle est en train de conquérir dans les grandes agglomérations, dans les communes rurales et précisément chez les retraités. Donc cette espèce d'agrégation sociale, de nationalisation est en train de se passer sous nos yeux. C'est là qu'il faut que, notamment, on le disait, les partis de gauche regardent les choses avec sérieux. Je vois bien que Ruffin est très attentif à ça, par exemple, avec son mélange de populisme et de social-démocratie. Il est aussi très attentif à sa carrière personnelle. Eh bien, c'est bien pour ça. Il se voit, lui, calife à la place du calife à la prochaine présidentielle, mais ça donne parfois quelques idées. Antoine Bristiel, vous qui êtes directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, vous avez produit une étude justement sur les conséquences politiques de cette réforme des retraites et de la crise qu'elle a engendrée. Si vous deviez justement essayer de résumer la manière dont l'image et les votes en faveur de Marine Le Pen, ou en tout cas les intentions de vote, ont évolué durant cette période. C'est clair que ça a augmenté. Quand on regarde les intentions de vote pour les législatives, c'est passé de 18% donc, au mois de juin dernier à 26% désormais. Donc il y a quand même plus 8 points en l'espace de quelques mois, ce qui est assez énorme. Après, ce qu'il faut dire également, c'est que Marine Le Pen est toujours plus forte, plus haute dans les périodes un peu de temps mort de la vie politique, et qu'elle a plutôt tendance à dégringoler à partir du moment où elle se met à parler, c'est-à-dire dans les campagnes électorales. Donc là, c'est quand même un point qui est assez important à garder en tête malgré tout, et en effet le match n'est pas encore joué, il ne faut pas trop se précipiter à ce niveau-là. Néanmoins, pour la gauche, il y a quand même une sorte de facteur d'espoir à garder, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une union qui soit mise en place en aussi peu de temps au moment des législatives, c'était quelque chose qui était souhaité de la part de tous les électeurs de gauche quand on regardait les enquêtes depuis, même avant 2022. En 2017, c'était également un souhait qui ne s'était pas matérialisé, c'était un souhait en 2022, il n'a pas eu lieu pour la présidentielle, il a eu lieu pour les législatives, et ça a quand même apporté une sorte d'espoir qui s'est retranscrit, alors peut-être pas parfaitement, mais en tout cas qui s'est retranscrit quand même dans les urnes. Et ce que l'on voit également à ce niveau-là, c'est une autre enquête qu'on avait fait avec la Fondation Jean Jaurès, c'est qu'il y a une unité des valeurs des proches des différents partis de gauche. Contrairement à une petite musique que l'on peut entendre, quand vous regardez la plupart des questions de politique publique, hormis certains points sur les sujets internationaux, vous avez une unité dans cet espace de la gauche. Après, il peut y avoir des différences stratégiques, mais c'est seulement sur de la stratégie qu'il y a des divergences. Donc vous avez quand même déjà moyen de discuter les uns avec les autres. Alors peut-être pas dans une alliance qui irait de Jean-Luc Mélenchon à Bernard Cazeneuve, mais néanmoins, vous avez quand même un vrai espace commun qui a réussi concrètement l'espace de quelques jours à se mettre en place au moment des législatives. Et juste un dernier petit point, ce que l'on voit, c'est que mine de rien, dans les différents sondages dont on parle depuis tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, il est encore mesuré autour de 17%. Au moment de la crise des Gilets jaunes, il était à 11%. Donc il y a quand même une conservation d'un socle électoral autour de l'espace de la gauche qui est plus important qu'auparavant et qui pourrait se mettre, disons, en marche, alors sans mauvais jeu de mots, s'il y avait une prochaine élection dans quelques temps. Jean Lémarie. La bataille des retraites a fait apparaître une question majeure, c'est la question du travail.
question qui se pose à l'ensemble des dirigeants politiques de la France insoumise au Rassemblement national. La réalité du travail, ses difficultés, on l'a beaucoup dit, mais parler de la retraite, c'est parler du travail aujourd'hui, tel qu'il s'effectue aujourd'hui, pas tel qu'il est imaginé ou représenté parfois par les politiques. Qui capte cela le mieux aujourd'hui? Le Rassemblement national, qu'évoquait Guillaume à l'instant, ou la gauche? Qui? Antoine Vestiaire ou Roland Quérol, peut-être? Je crois que chacun a sa façon. C'est-à-dire que le Rassemblement national est resté proche des gros bataillons, des catégories populaires pour qui la valeur travail est ce qui les fait vivre, ce qui domine leur vie. Et c'est eux, ils sont au cœur de cette culture-là, de cette culture ouvrière populaire, alors que la gauche, elle représente des catégories qui sont un peu plus à l'aise sur le plan social, un peu plus jeunes souvent, et qui aspirent au télétravail, aux nouvelles façons de travailler, à du temps libre. Voilà, c'est une autre conception du travail qui les domine. Léa Chamboncel, qu'en pensez-vous? Oui, alors là où je suis en partie d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, cette question du travail a été un peu un cheval de bataille pour de nombreux partis, notamment le Rassemblement national. Néanmoins, s'il y a bien quelque chose que le Rassemblement national n'arrive pas à faire, et on le disait un peu tout à l'heure, c'est à pousser les portes des syndicats. Et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui, en fait, les blocs, notamment, on l'a vu au tout début des manifestations au mois de janvier, certains élus, certaines élues Rassemblement national ont tenté de rejoindre des cortèges, puisque la ligne directive n'était pas encore à ce moment-là de ne pas aller en manifestation, mais en fait ils ont été très mal reçus. Donc c'est ça qui est assez intéressant à constater. Moi, ce que je pense, ce dont bénéficie vraiment aujourd'hui le Rassemblement national en matière électorale et politique, c'est de son unité. En fait, on est face à un parti politique qui est certainement le seul qui est en capacité de se montrer uni auprès des Françaises et des Français. À gauche, on le voit bien, il y a des problèmes, que ce soit au sein de la NUPES, mais même en interne au parti, avec aujourd'hui la décision ou non de réintégrer typiquement Adrien Quatennens au sein du groupe insoumis à l'Assemblée nationale. Les questions d'alliance aussi qui effectivement créent des tensions, notamment depuis l'élection de Marine Tondelier à la tête de LV, etc., etc. Le PCF hier avec Fabien Roussel qui laisse entendre effectivement, comme vous le disiez dans votre chronique, que bon, l'alliance n'est peut-être pas tout à fait envisageable, en tout cas à court terme. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, même au sein de la majorité, la Macronie est divisée. La Macronie est divisée sur une alliance de gouvernement, un accord de gouvernement avec certains considèrent que c'est important de faire un accord de gouvernement avec LR, quand d'autres considèrent qu'il faut vraiment aller au cas par cas sur chacun des textes pour arriver éventuellement même à s'unifier avec ce qu'appellent certains membres du gouvernement la gauche responsable. Donc en fait, on voit que tous les partis politiques aujourd'hui sont plus ou moins éclatés et divisés. Le seul qui tient la route, malheureusement, et qui montre un visage unifié, c'est le Rassemblement national. Et je pense qu'il y a une certaine solidité qui s'est forgée à travers le temps. On voit très bien aussi comment Marine Le Pen arrive aussi à tenir ses troupes à l'Assemblée nationale, d'une main de fer, hein, en l'occurrence, sur tous les aspects qui concernent même leurs vêtements, la façon de se présenter, la façon de parler. On voit qu'il y a vraiment ce travail de normalisation qui est à l'œuvre depuis des décennies et qui en plus commence vraiment à faire ses preuves, en tout cas je pense, dans une partie de la population, auprès de une partie de la population. J'ajouterais un facteur supplémentaire, Léa Chamboncel, de division à gauche, pour reformuler ce que vous venez de dire et pour évoquer par exemple la position à la fois de Fabien Roussel et de Bernard Cazeneuve qu'a évoqué Jean Lémarie dans son billet politique. Il y a ce que les uns appellent l'oubli de la question sociale au profit des nouveaux thèmes, au profit d'une gauche qui serait plus présente sur les luttes intersectionnelles. Alors, est-ce que ça fait perdre une partie de l'électorat? Vous faites non de la tête, je vais vous laisser développer. Non, tout au contraire. Moi, je pense qu'en l'occurrence, ce qui est assez intéressant de constater, et d'ailleurs, c'est aussi là où certaines et certains responsables politiques ont vraiment du mal à enclencher le pas, il y a quand même un énorme décalage entre ce qui se passe aujourd'hui dans la population, les attentes de la population et la réalité de la classe politique qui, excusez-moi le terme, est un peu ringarde. Donc on voit qu'il y a quand même des volontés aujourd'hui. Mais si ce sont les vieux qui votent?
Oui, alors justement, c'est bien là le problème. C'est bien là le peut-être problème. bien d'être. Mais ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut espérer en tout cas, c'est qu'on constate à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux très forts, il y a un phénomène de repolitisation et de politisation très très forte. On appelle ça des entrées en politique. On voit que c'est très vrai auprès des jeunes qui ont été excessivement mobilisés depuis le début sur cette réforme des retraites. Bien qu'on leur dise que ce n'est pas leur affaire, on voit qu'il y a quand même une certaine structuration. Il y a une autre question aussi qui émerge beaucoup, qui a du mal à émerger dans le débat public, mais qui a commencé à émerger notamment grâce à Sophie Binet qui vient de prendre la tête de la CGT. C'est la question du travail reproductif qui concerne la moitié de la population. La non prise en compte du travail reproductif aujourd'hui est quelque chose qui est en train de monter très fort dans les milieux militants. La question de la grève féministe comme outil vraiment très fort pour arriver à bloquer le pays et arriver sur des réformes institutionnelles comme on a pu le connaître par exemple au Chili. Au Chili, on a quand même arrivé avec une constituante qui était finalement le résultat de cette protestation populaire qui venait de la grève féministe. Donc c'est assez inédit. Et on voit, moi qui fréquente quand même beaucoup les milieux militants, qu'il y a quand même une certaine structuration du féminisme, notamment autour de ces questions, et des mouvements aussi antiracistes, etc., qui rejoignent la cause sociale et la cause aussi syndicale, ce qui est c'est assez inédit qu'on ait quand même une féministe à la tête de la CGT. Ça, c'est quand même un changement énorme. Donc on voit qu'il peut y avoir une certaine convergence à plusieurs niveaux. Et je pense que tout au contraire, peut-être que le changement viendra effectivement de la société civile et pas des partis politiques. Roland Quérol, qu'est-ce que vous en Je crois que pensez? les choses sont encore plus compliquées pour la gauche parce que, d'une part, je pense que le syndicalisme ne se prêtera pas à une entente avec les partis politiques. On est arrivé à un point où l'intersyndicale doit d'abord défendre l'indépendance syndicale. On n'est pas tout à fait revenu à la charte d'Amiens de 1906, mais à peu près. Il y a une jalousie syndicale de préserver son territoire. Ils se sentent d'ailleurs préservés par l'opinion par rapport au déclin de l'image des partis politiques. Donc je crois que de ce côté-là, il n'y a pas à attendre de régénérescence. Et puis, une élection chasse l'autre. La NUPES... il nous a surpris, Mélenchon. Il méprisait le Parti socialiste, il voulait le détruire, et il est allé le rechercher pour faire un accord électoral. Ça n'est qu'un accord électoral qui valait pour les élections qui se sont passées d'ailleurs beaucoup mieux pour LFI que pour ses partenaires, parce qu'il a verrouillé tout de même l'accord qu'il a bien voulu leur accorder. Mais les prochaines élections, c'est des européennes. C'est au printemps 24, c'est demain. C'est des élections à la proportionnelle. Chacun va y aller sous son drapeau. L'unité ne se fera pas. LFI peut essayer par tous les moyens de dire « faisons au moins un peu d'unité, on est d'accord sur les valeurs ». Mais ce n'est pas les valeurs qui font la politique, c'est les stratégies, c'est les choix programmatiques, c'est les choix d'hommes. Tout le monde sait bien qu'il est encombrant, Mélenchon, qu'il faudrait pouvoir s'en débarrasser avant les européennes. Mais quoi? Hidalgo, elle a pesé 1,7. Fabien Roussel, il a posé 2,3. Ce sont des nains. C'est donc au sein même des LFI qu'on est en train de scruter qui, comment, Ruffin, peut-être même Roussel opine du chef lorsque voilà. vous disiez, Roland Quérol, que Mélenchon était... à un drame insoluble pour la gauche dans les années qui viennent. Léa Chamboncel. Alors oui, je ne peux que... Il est encombrant, Mélenchon. Pardon. Oui, oui, terriblement encombrant. On le voit d'ailleurs. Hein. Il était Vous n'êtes censé... pas un peu ingrat, parce que c'est lui qui a fait la NUPES. Alors oui, bien sûr, oui, mais bien déjà, il n'était pas tout seul. Alors oui, effectivement, il a œuvré, mais il y a quand même... il faut sortir un peu de cette logique de c'est un seul homme. C'est faux. Il y a des personnalités au sein de la NUPES et au sein de l'LFI qui ont œuvré volontairement. Je veux dire, sans Olivier Faure, typiquement, le Parti socialiste n'aurait certainement pas rejoint la France insoumise. Il a été très fort, effectivement, sur la partie stratégique pour arriver à les récupérer, en quelque sorte. Mais je pense, effectivement, qu'il est temps qu'il laisse un peu sa place. Par ailleurs, là où je suis moins d'accord avec vous, Monsieur Quérol, c'est sur la partie des élections européennes. Traditionnellement, les élections européennes, c'est une élection qui est plutôt celle qui revient, en fait, au parti ELV. Oui. D'ailleurs, très rapidement, Marine Tondelier... Au jour où elle a été élue, elle a dit « les européennes, c'est pour ELV, il n'y aura pas d'accord ». Donc, affaire à suivre. Mais effectivement, je pense que, notamment dans cette perspective, et peut-être que là, le manque d'union ne vient pas de la part des LFI, pour une fois, mais vient certainement de ELV qui sait... Chacun son drapeau. Voilà, chacun son drapeau. Pareil pour les sénatoriales. On imagine bien que le Parti socialiste a son épingle à tirer du jeu, donc il voudra forcément le faire. Un autre élément qui est intéressant, je voulais rebondir, c'est effectivement la solidification, le fait que les syndicats arrivent à vraiment capitaliser sur cette crise, et c'est tant mieux d'ailleurs.
on a noté que depuis le mois de janvier, les adhésions ont augmenté de près de 50% auprès des syndicats. Donc il y a un renouveau de l'adhésion syndicale qui est assez inattendu dans le pays. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour le moment, ils ont besoin de travailler sur l'unité, comment avancer aussi dans cette réforme des retraites, enfin contre cette réforme des retraites, et en espérant qu'après, le dialogue puisse être renoué avec les partis de gauche, puisque c'est comme ça, en réalité, que la gauche arrive à capitaliser sur des luttes sociales depuis toujours, et ensuite à se faire réélire 1 an, 2 ans après les grandes manifestations, mais c'est aussi grâce au soutien des syndicats. Et sans ça, ce sera très difficile. Léa Chamboncel, on retrouve votre ouvrage Plus de femmes en politique, c'est aux éditions Pocket. Roland Quérol, avec Arnaud Mercier, Mon voyage au cœur de la Ve République, c'est aux éditions Calman Lévy. Et puis on retrouve votre étude Antoine Bristiel que vous avez faite donc pour la Fondation Jean Jaurès, puisque vous êtes directeur de l'Observatoire de l'opinion. Merci également à mon camarade Jean Lémarie. On se retrouve dans quelques instants pour le point sur l'actualité. France Culture. L'esprit d'ouverture.